aujourd'hui, on est là pour le deuxième retour de chantier, donc le deuxième webinaire qu'on a souhaité mettre en place avant les vacances d'été. Donc celui de la semaine dernière parlait du BIM et de son déploiement pratique. Cette semaine, on a voulu évoquer le bâtiment intelligent et surtout ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System. Donc pour ce faire, nous avons proposé à deux intervenants, c'est trois intervenants, mais deux présentateurs, d'interagir avec nous aujourd'hui. Donc en premier, c'est la société Hades avec Laurent Souchon, qui en est le gérant, et la société Vaillant Data avec Teddy Caroni, qui est le cofondateur. Donc on aura aussi Sébastien Artuso, qui est secrétaire du cluster bâtiment et donc le gérant aussi de la société Odomotique. Donc l'idée était vraiment d'être dans une session pratico-pratique et de voir un petit peu l'évolution aujourd'hui de ce de ce qui existe, donc ce qui est plutôt connu dans les systèmes de gestion technique des bâtiments GTB ou au niveau CLIM GTC, qui sont présents un peu partout. De voir comment cette supervision, d'abord faire un petit rappel sur cette supervision, et puis de voir comment cette supervision est en train d'évoluer. Et c'est une des questions, entre guillemets, qu'on s'est posées en préparant ce webinaire, c'est est-ce que l'évolution qu'est le Building Operating System est quelque chose d'un peu science-fiction, je vais dire comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui arrivera dans les 5-10 prochaines années, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là, déjà présent? Et du coup, quels sont les enjeux pour tous les corps de métier qui vont intervenir intervenir sur ce Building Operating System. Donc, je vous propose de passer la parole à Laurent Souchon pour d'abord un petit rappel de ce qu'est la supervision et puis comment on va switcher, on va passer vers le boss. Et du coup, ça sera Teddy Caroni qui prendra la suite. Donc, Laurent, normalement, vous pouvez partager votre écran. Ok. Est-ce que vous voyez là? Oui. Alors, je suis de passer en mode présentation et ça sera Ouais, parfait. c'est bon. Mais c'est un peu long. Je suis en mode présentation de mon côté. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est bon. Voilà. Voilà. Ok. Donc bonjour à tous. Alors je suis co-gérant en fait de l'entreprise Hades parce qu'on est deux. Alors, je suis avec un associé qui s'appelle Tony Guiffard. Nous on a créé une société il y a 7 ans. Donc on est positionné au nord de Montpellier, quoi, tout en haut du département de l'Hérault, à côté de l'Odève. On s'est positionné là parce qu'on était en fait sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon. On était en fait vraiment au centre de la région Languedoc-Roussillon et on pouvait aller très très vite de partout pour intervenir, mais on avait surtout la fibre optique à l'époque à Soubès, quoi. Donc notre activité à nous, on est, je vais dire, des gens spécialisés dans tout ce qui est autour de la GTB, GTC. Autour du monde du génie climatique, donc le CVC, tout ce qui est les alarmes techniques, la gestion des occultants, tout ce qui est le suivi, la visualisation énergétique et l'éclairage. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur la région Occitanie et on développe des projets donc uniquement dans le domaine tertiaire sur notre activité. Donc on a réalisé depuis 7 ans pas mal de projets et on voit une évolution qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde de la GTB et GTC. Et entre autres, on voit que les gens commencent à prendre conscience donc de l'usage et de l'utilisation du monde de la GTB. Donc on a eu des projets comme voilà, une hypervision sur la Lozère, où on a piloté les 18 bâtiments des collèges et des bâtiments autour d'un hyperviseur central sur tout le département. On a fait du LoRa sur la ville de Ballaruc pour faire du comptage d'eau sur les bâtiments administratifs de la commune. Et on a fait aussi donc un gros projet pour nous, c'était l'Arena Aix-en-Provence, où on a géré tout ce qui était chauffage, éclairage de l'Arena, qui est une très très grande salle de spectacle et de sport, où c'est assez particulier. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu de ce que c'est une GTB, GTC et de voir aujourd'hui l'évolution vers un boss aujourd'hui
qu'est-ce que ça va amener pour demain le boss, et ça sera un lien assez intéressant après avec Teddy derrière, quoi. Donc nous, j'ai pris deux exemples en fait. J'ai voulu vous présenter le premier exemple, c'est un lycée en fait qui est basé à Saint-Jean-du-Gard. Euh, donc nous, on travaille beaucoup dans les lycées sur la région parce que on essaye de, notre mission, c'est de faire des économies d'énergie dans ces établissements, et donc on essaye de mettre en œuvre des systèmes de régulation de chauffage pertinents avec un système de supervision. Donc on fait vraiment une GTC pour faciliter l'exploitation de ce site. Donc ce qu'on met en œuvre, c'est que aujourd'hui on peut mettre les plus beaux régulateurs du monde dans les différentes sous-stations ou centrales de traitement d'air ou d'autres locaux de ce bâtiment. Mais si on met pas un point central et qu'on ne surveille pas un petit peu le fonctionnement du bâtiment, ben en deux mots, ça sert à rien. On fait des choses qui servent strictement à rien. Et donc aujourd'hui, notre challenge, nous, c'est de faire un outil d'exploitation qui soit facile, qu'on puisse en fait aller chercher, pouvoir se connecter en fait n'importe où, et pouvoir en fait piloter et régler ce bâtiment confortablement. Donc là, si vous avez par exemple le lycée Marie Curie à Saint-Jean-du-Gard, en fait, c'est une chaufferie bois qui a été mis en place. Donc vous avez ici le schéma hydraulique avec toute la partie supervision. Donc c'est des vues très compliquées, hein. C'est des vues dédiées pour les sociétés de maintenance ou les gens techniques du lycée. Mais ils ont tous les paramètres sur leur chaudière et ils peuvent avoir des tas d'informations et pouvoir prendre la main à distance aussi pour visualiser ce qui se passe dessus, quoi. Ils peuvent faire des analyses avec des systèmes de courbes, voir ce qui se passe, comment ça a réagi en fonction de la météo. Euh, on a la possibilité, mais bien sûr, comme le bâtiment, quoi, le bâtiment, c'est pas un bâtiment, c'est plusieurs bâtiments sur le site. En fait, on a la possibilité en fait d'aller directement dans des sous-stations ou d'autres chaufferies pour pouvoir surveiller comment se passe la distribution dans les locaux et d'affiner aussi les réglages. Et donc là, on va aller de plus en plus loin et on va pouvoir aller aussi dans les centrales de traitement d'air pour mettre des programmes horaires. Et donc là, par exemple, dans les lycées, on a vraiment travaillé avec des gens au niveau de la région et on a commencé à voir en fait les intendants des établissements qui nous demandent de prendre la main dessus pour une raison particulière, c'est de pouvoir mettre des calendriers, de rentrer des plages horaires, parce qu'aujourd'hui, ils sont sensibilisés en fait aux factures énergétiques. Et donc, ils se sont rendus compte que s'ils mettaient les bonnes plages horaires dans leur établissement, bah, ce qu'ils allaient faire, c'était vraiment des gains et donc du coup une réduction de leur facture énergétique. Et ça a été un gros challenge qu'on a mis sur tous les lycées qu'on a développés. Et aujourd'hui, dans les projets qu'on a mis en œuvre, ça marche très très bien. Et les intendants sont vraiment de plus en plus friands de ce type d'applicatif et de supervision pour pouvoir gérer. Et c'est vrai qu'ils commencent à nous demander d'aller plus loin, d'aller chercher d'autres informations. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les lycées, on faisait vraiment que du chauffage. Par exemple, là, on a été consulté sur un lycée de Montpellier qui est le lycée Joffre pour faire le pilotage des éclairages extérieurs. Parce qu'ils sont aperçus qu'en fait, l'éclairage extérieur, il marchait quasiment tout le temps. Et c'était pas forcément utile que ça marche tout le temps. Il y avait peut-être des zones utiles ou faire des zones d'inoccupation pour essayer d'économiser quand même l'énergie électrique qui était chère. Donc voilà, donc pour la partie, je veux dire, des lycées, nous, les atouts de cet outil de GTB ou de supervision, c'est vraiment un outil de suivi énergétique pour l'établissement. Donc pour maîtriser les coûts, ça a été un ajustement des programmes horaires en fonction des occupations des lieux. Pourquoi chauffer quand c'est pas utile? Donc on l'a vu pendant le Covid, par exemple, ça a été très intéressant où en fait à distance, les sociétés d'exploitation ont pu stopper le chauffage pendant toute la période d'inoccupation des bâtiments. C'était la notion d'optimisation en fonction de la météo. Pourquoi chauffer s'il fait bon à l'extérieur? Et c'est aussi tout ce qui est modification des consignes de confort, etc., etc., sur ce bâtiment. Et c'est pouvoir aussi aujourd'hui, ces outils de supervision, c'est pouvoir se connecter sur n'importe quel type de produit, d'équipement. Donc la chaudière, une centrale de traitement d'air, un circulateur ou d'autres choses. Donc on prend vraiment d'objets qui vont venir se connecter sur le monde de la GTB-GTC. Donc on va aller plus loin, je pense, à l'avenir, et c'est ce qu'on verra avec Bosch, je pense, tout à l'heure. Je vous ai pris un autre exemple parce que je pense que cet exemple, il donne aussi une belle ouverture. C'est un projet qui est en cours de réalisation, qu'on est en train de finir et qui se passe très très bien. C'est la clinique Saint-Jean de Montpellier.
Donc le client c'est Cap Santé. Donc on s'est occupé de plusieurs choses dans ce bâtiment, mais j'ai voulu prendre en compte uniquement la partie du plateau technique, c'est-à-dire tout ce qui est salle d'opération. Aujourd'hui, en fait, dans les salles d'opération, on a un écran tactile et cet écran tactile permet de piloter l'éclairage et le chauffage de la salle d'opération. Et le gros challenge de ce projet, c'était de mettre en lien le calendrier en fait du logiciel de Cap Santé avec notre système de gestion. Et donc on a travaillé voilà, avec les équipes de Teddy pour arriver justement à faire un lien sur ce logiciel. Et aujourd'hui, en fait, on arrive vraiment à maîtriser l'occupation des blocs en fonction de l'opération qui va être présente en fonction du chirurgien, parce qu'il y a certains chirurgiens qui demandent des températures de 19, d'autres du 22, d'autres de 18. Ça dépend vraiment de l'opération qu'ils vont avoir derrière. Donc voilà, c'est un projet pour montrer qu'en fait, il y a une évolution où on doit aller chercher des informations et des connexions vers autre chose. On doit aller chercher des données là, sur un logiciel de gestion calendaire qui a rien à voir à notre monde à nous. C'est dans le monde de l'informatique et on a travaillé vraiment avec le service DSI de la clinique pour pouvoir faire des liens avec eux. Et c'est un projet qui est en train de grandir parce qu'on est même en train de communiquer et de voir qu'on va certainement aussi avoir un lien avec l'applicatif téléphone qu'ils ont dans toute la clinique. Donc nous, de notre monde où on savait parler avec du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, aujourd'hui on va communiquer avec plein d'autres choses et on voit que vraiment il y a une interaction en fait entre le monde du bâtiment en général, donc aller chercher le téléphone, aller chercher des calendriers qu'on peut avoir sur un outil informatique quelconque. Donc c'est vraiment l'évolution aujourd'hui de ce monde de la GTB GTC supervision vers un nouveau monde qui est pour moi le boss quoi. Donc voilà, donc j'ai été assez rapide, je pense, sur la présentation un petit peu de notre outil. Nous aujourd'hui, on est vraiment autour de ce monde de la GTB GTC et on voit une nouvelle ère, une nouvelle évolution qui se passe par rapport à la demande de nos clients et, aux événements de ce qui se passe quoi. On voit vraiment qu'il y a une évolution. Voilà. Donc voilà. Donc Hades, donc D'accord. je pense que nous on est très attentifs à l'énergie, l'énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. Mais aujourd'hui, il y a aussi à aller chercher les autres infos pour le confort des usagers. Voilà. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous avez dit. Enfin, tout est intéressant, mais ce qui est très, très marquant, c'est que vous avez dit que ce sont vos utilisateurs qui réclament aussi ce changement. Donc, ce qui tendrait à démontrer que ils ont déjà, entre guillemets, vu, compris, saisi l'importance d'une gestion, d'une bonne gestion énergétique, en l'occurrence, sur ces premiers steps, ne serait-ce que Oui, pour la partie GTC. ouais, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans, comme moi j'appelle ça une nouvelle ère. C'est vraiment une prise de conscience que l'outil GTB, GTC est un outil qui est en mouvance en ce moment et qu'on a besoin d'associer d'autres choses derrière pour améliorer en fait le facteur énergie, le facteur confort des usagers, améliorer des tas de choses qui sont autour du monde de la GTB, GTC, quoi. Voilà. Peut-être le temps que Teddy mette en... ça y est, il a quasiment fini, donc très bien. Mais j'avais peut-être une question que je reprendrai pour Teddy après. C'est quel est l'impact, entre guillemets, de l'utilisateur? Parce que on voit bien que vous avez présenté un système de supervision, donc quelque part, il y a un gestionnaire qui peut, vous l'avez dit, voir ce qui se passe, voir les économies qu'il peut faire. Mais je dirais derrière, malheureusement, heureusement, je sais pas comment il faut le dire, mais il y a un utilisateur. S'il Oui. laisse les fenêtres Alors, ouvertes alors qu'il ne faut pas, est-ce que finalement, entre guillemets, voilà, quelle est l'éducation ou l'impact qu'il faut avoir par l'utilisateur? en fait, moi je vais vous donner un exemple, parce que j'aime bien travailler avec des exemples. Hier, on a eu une société de maintenance qui nous a appelé par rapport à une GTC qu'on a fait sur un bâtiment de bureau sur Montpellier. Et il comprenait pas, il y avait des choses qui allaient pas, les ventiloconvecteurs marchaient en permanence, c'était bizarre pour lui, quoi. Il y a des choses qui allaient pas. Et en fait, tout simplement, c'est qu'on lui a prouvé et on lui a démontré que les utilisateurs en fait du bâtiment en fait, ils faisaient un peu n'importe quoi sur leur chauffage, sur leur ventiloconvecteur. Ils mettaient des consignes qui étaient complètement stupides et
quoi. Je veux dire, le gestionnaire du site avait mis des programmes horaires par rapport au Covid, 24/24, il fallait qu'on soit en confort. Et en fait, on lui a dit, bah, c'est là où ça va pas, parce que en fait, c'est pas bon, quoi. La démarche, les gens ont tous forcé leur chauffage, enfin, quoi, leur climatiseur, en ce moment, c'est pas du chauffage. Et en fait, on a une insatisfaction dans les bâtiments parce que les gens en ont marre d'avoir une climatisation qui souffle en permanence jour et nuit. Et c'était stupide, quoi. Et on leur a montré vraiment que, en fait, il fallait vraiment aussi sensibiliser les gens. Donc là, les gens utilisateurs des bureaux n'étaient même pas au courant que que la climatisation marchait 24/24. Il y avait que le gestionnaire qui était dans un bureau au fond qui avait fait cette décision-là. Et donc voilà. Vous voyez, en fait, il faut aussi, je pense qu'il y a aussi de la sensibilisation aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse dans les usagers du bâtiment. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les systèmes de supervision, on a la possibilité de faire peut-être des informations par une télé à l'accueil du bâtiment pour informer, d'informer, de sensibiliser et d'éduquer en fait les gens sur l'usage de leur bâtiment. Voilà. Moi, je rêve toujours de pouvoir faire en fait une sorte de formation au niveau des utilisateurs par des systèmes de messages pour leur dire attention, si vous ouvrez la fenêtre, il y a de l'énergie qui va partir par la fenêtre, quoi. Ou d'autres sujets, hein, ça peut être aussi des trucs sur l'économie d'eau, etc., etc., quoi. Mais c'est clair, avant de passer la parole à Télédie, enfin, on le voit, c'est une transformation digitale quand même, hein, Oui. de passer d'un système de supervision à du BOSS. Et on voit que dans d'autres secteurs, la transformation, elle est souvent limitée, bloquée, voire ratée même dans certains cas, pas du fait de la technologie, mais du fait des utilisateurs. Et il y a une grosse étape j'allais dire, pas de simplement de communication, mais de formation aussi de l'utilisateur à l'utilisation de ces nouvelles technologies. C'est ça. Donc, je vois que Teddy est prêt, donc je vais pas le laisser patienter encore. Je lui laisse la parole pour nous faire un lien vers donc l'évolution de la supervision vers le Building Operating System. Bonjour à tous, merci. Alors, comme l'a dit Laurent, hein, aujourd'hui, beaucoup de bâtiments sont équipés de GTB. Dans la GTB, on reprend pas forcément tout, mais le terme de GTB est quand même défini pour définir en fait un système qui est capable de discuter avec tout type de sous-système. Laurent, il a parlé beaucoup de chauffage, de climatisation, d'éclairage, mais il arrive aussi fréquemment, et puis je pense d'ailleurs que vous l'avez déjà fait chez Hades, de se connecter à des systèmes d'incendie, des systèmes anti-intrusion, voire des systèmes de vidéo, etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, les bâtiments sont équipés de ce genre de système pour gérer de manière logique et efficace les ressources, donc la production de chaud, de froid, la distribution et donc l'utilisation de toutes les énergies qui sont à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la digitalisation amène les différents parties prenantes d'un bâtiment, que ce soit les occupants, mais aussi l'exploitant, le propriétaire ou le gestionnaire, à avoir besoin d'un certain nombre d'informations ou d'avoir besoin d'interagir avec le bâtiment. Et donc là se pose la question de qu'est-ce qu'on met comme système digital derrière. Est-ce que la GTB traditionnelle est encore adaptée? Est-ce qu'il faut en fait un nouveau modèle technique pour répondre aux nouveaux besoins? Alors la réponse évidemment est oui. Hein. L'idée c'est que quand hier on mettait une GTB sur un bâtiment, le seul et unique objectif d'une GTB, c'était de fournir une interface, donc une supervision technique pour un exploitant, pour qu'il puisse piloter à distance ou en local, mais en tout cas piloter l'ensemble des éléments d'un bâtiment. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les demandes évoluent. Aujourd'hui, on demande en fait à un bâtiment d'être capable de partager ces informations avec beaucoup d'autres applications. Donc là, on a mis quelques exemples, qui sont des exemples, on va dire, les plus fréquents, qui sont demandés. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que l'ensemble de ces services et en fait l'ensemble des nouvelles demandes qu'on fait à un bâtiment sont en train d'évoluer tous les jours. Donc ce qu'on demande très régulièrement, c'est être capable de piloter par exemple son bureau ou une salle de réunion depuis un smartphone. Ce qu'on nous demande aussi régulièrement, c'est être capable de renvoyer des données dynamiques
dans du BIM. Alors, ce qu'on appelle le BIM GEM, c'est le BIM gestion, exploitation, maintenance. C'est vraiment la notion du BIM, mais dans la phase d'exploitation du bâtiment. Et là, la difficulté, c'est que le BIM, lui, il est sur des données qui sont en général statiques, c'est-à-dire qu'il connaît la position des équipements, la couleur des portes, les références, etc. Mais en réalité, il n'a pas d'informations sur la température d'une pièce, sur le niveau de CO2 d'un environnement, sur l'état de fonctionnement de tel ou tel équipement. Et donc, il a besoin que le bâtiment lui renvoie ces informations. On nous demande aussi énormément de fournir aux exploitants des applications de maintenance en mobilité, qui n'est pas à être derrière leur écran de PC de supervision pour pouvoir agir et savoir ce qui se passe dans le bâtiment. Et ensuite, on a effectivement, ce qui est très régulier, des outils d'analyse, soit de suivi énergétique, soit d'analyse de fonctionnement du bâtiment qui sont demandés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la GTB à la base a un impact vraiment sur le fonctionnement et sur les économies d'énergie du bâtiment. Mais ce qu'on demande aujourd'hui au bâtiment, c'est aussi d'être capable d'être efficace sur tous les autres gisements d'économie possibles. Et un des gisements qui est le plus important, c'est en fait de s'assurer que les occupants à l'intérieur sont dans un environnement qui est correct et qui leur permette de travailler correctement. Alors, si on prend l'exemple d'un bâtiment tertiaire, par exemple, vous allez retrouver plusieurs postes de coûts. L'un des postes de coûts, c'est la partie énergie. Effectivement, le système va réduire les consommations énergétiques. Mais le gros poste de coût dans un bâtiment tertiaire, là où on a des personnes qui travaillent, c'est la masse salariale. Et donc, quand vous avez 200 personnes qui travaillent et qui ont un coût pour l'entreprise de X centaines de milliers d'euros, si vous êtes capable, en garantissant un bon confort pour l'occupant, si vous êtes capable de garantir qu'il n'y aura pas de baisse de productivité, en fait, ça fait tout de suite économiser des sommes qui sont extrêmement importantes. Il y a une société qui s'appelle JLL qui a fait une étude là-dessus et qui parlait de la règle des 3, 30, 300, qui était en fait une règle qui permettait de dire que en fait quand un bâtiment consomme 3, il coûte en général 30 au niveau de l'exploitation des équipements et il coûte 300 au niveau de l'occupation et de l'occupant. Et donc ça permettait de dire que il ne faut pas uniquement travailler sur ce gisement des 3, mais il faut aussi travailler sur les autres. Et aujourd'hui, les nouvelles demandes qui sont amenées dans le bâtiment couvrent ces gisements-là d'économie ou vont amener en fait un bâtiment à être plus efficace, plus intéressant pour un occupant plutôt que le bâtiment d'à côté. Donc aujourd'hui, le BOSS en fait a vocation à répondre à cette demande. Alors comment est-ce que ça fonctionne? En fait, la grosse problématique, c'est que dans un système de GTB traditionnel, il est fait pour fournir une interface graphique. Il n'est pas fait pour partager en temps réel des données avec plusieurs systèmes différents. Et donc, généralement, les informations qui sont dedans, elles sont d'une part difficilement accessibles, mais en plus, elles sont très peu organisées. On a du mal à aller identifier toutes les informations à l'intérieur. Et pour les identifier correctement, il faut s'adresser à l'interface graphique, à la supervision. Et quand vous voulez faire discuter deux logiciels les uns avec les autres, ça, c'est pas efficace. Il faut être capable, en fait, d'organiser les données de manière plus intelligente à l'intérieur. Donc, grosso modo, l'image qu'on prend, c'est que quand vous êtes sur une base de données d'une GTB, vous vous retrouvez sur ce genre d'image. Et donc là, vous devez retrouver la consommation du système de froid, vous voulez récupérer l'occupation des pièces, etc. Et donc vous avez beaucoup d'informations, mais qui ne sont pas du tout rangées. Donc la solution à ça, c'est d'utiliser des outils pour organiser et structurer les données. Et ce qu'on va utiliser dans le monde en fait du bâtiment, c'est exactement ce que va utiliser n'importe quelle application ou logiciel qui traite des quantités de données importantes. Donc aujourd'hui, pour ceux qui utilisent Twitter ou Instagram, vous avez la possibilité de taguer vos photos avec des informations qui vont permettre de dire où vous vous trouvez, de dire ce qui est photographié, etc. Donc on va utiliser exactement la même chose dans le bâtiment, dans le système digital du bâtiment. Donc sur cette base de données qui est très hétérogène, on va être capable d'appliquer des filtres pour aller cibler les informations qu'on cherche. Donc si j'applique le filtre rouge, je vais en fait avoir l'ensemble des informations rouges qui vont être accessibles, c'est une sorte de filtre, hein. Et si je demande d'avoir du rouge et du blanc, je vais être capable d'identifier le petit bonhomme que je cherche. Donc ça, c'est exactement ce qu'on va faire dans le système digital du bâtiment. Donc en fait, on vient enrichir la GTB traditionnelle avec des nouveaux outils qui permettent d'organiser les données et de les partager plus efficacement.
Donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? On va avoir en fait le système de GTB classique qui va évoluer vers le BOSS, et en fait on passe d'un système qui est relativement figé et qui est orienté sur la communication avec des équipements hardware, on va l'amener vers une solution qui est plus évolutive et qui est plus orientée service, parce qu'en fait on va amener le système à partager ses données avec des applications indépendantes qui peuvent être des applications de GMAO, de BIM, de pilotage de bâtiments, de gestion énergétique, de ce qu'on veut, mais de manière efficace et en fait amener une couche de service complémentaire sur le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment l'évolution pour nous du bâtiment. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que on organise les données, comme on l'a dit, via des tags. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe derrière la scène, je refais un petit peu les deux schémas d'intégration dans le cadre d'une GTB traditionnelle et dans le cadre d'un BOSS. Quand on est dans une GTB traditionnelle, on va avoir un capteur, par exemple, là j'ai pris l'exemple d'un compteur, ça peut être un compteur d'eau ou un compteur d'énergie. Mais en fait, dans une GTB traditionnelle, on va utiliser un équipement, un automate ou un concentrateur qui va en fait aller adresser l'équipement et récupérer une valeur qui va être la valeur de consommation du compteur. Et ce qu'on fait tout de suite après, c'est qu'on va relier cette information à un superviseur pour afficher la consommation de la centrale de traitement d'air ou du groupe froid ou d'un étage, etc. Et donc, on a ces opérations assez manuelles de mise en communication puis de création d'une interface graphique. La difficulté, c'est que quand on veut connecter des logiciels indépendants, donc un logiciel de gestion d'énergie, une GMAO ou un logiciel qui va faire de l'intelligence artificielle sur les données du bâtiment, se pose la question de l'identification de ces informations. En réalité, dans la base de données de la GTB, vous l'avez simplement les trois valeurs que j'ai indiquées, donc l'adresse de l'information, sa valeur et un petit label, donc une petite information qui va me dire, bah voilà, ça c'est une température ou une consommation ou autre. Mais en réalité, vous n'avez rien qui, dans la base de données, va indiquer clairement ce qu'est cette information. Et donc, quand vous connectez des logiciels complémentaires, vous êtes obligé de tout cartographier. Il faut aller indiquer pour chaque information à quoi elle correspond dans chacun des logiciels. Et donc ça entraîne un certain nombre de coûts. Parce que vous allez avoir à créer des connecteurs dans vos applications pour discuter avec la GTB. Vous allez avoir à cartographier dans ces applications l'ensemble des informations qui sont dans votre bâtiment, et donc ça va demander en fait à ce que quelqu'un vienne identifier les informations de manière en général assez manuelle, donc ça va coûter aussi très cher. Vous n'avez pas accès en fait dans une GTB à des API évoluées. Si vous prenez le cas encore une fois dans le tertiaire de quelqu'un qui veut suivre la température moyenne des bureaux pour chacun des preneurs, il va devoir remonter dans son système toutes les températures de tous les bureaux pour faire une moyenne dans son système au-dessus. Et donc, on se retrouve en fait avec des flux de communication qui sont assez importants. L'une des difficultés des GTB traditionnels aussi, c'est le fait d'être tributaire alors des API ou des connecteurs du constructeur. Et donc, vous êtes dans un environnement qui est relativement captif. Ensuite, on a d'autres éléments, notamment sur l'optimisation de la communication. Alors bon, ça c'est plus spécifique, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail. Et évidemment, un certain nombre de problématiques liées à la cybersécurité. Parce que les systèmes de GTB traditionnels ne sont pas forcément designés et construits avec des fonctions de cybersécurité très évoluées, ou en tout cas sont rarement mises en œuvre. Et donc, se pose la question là de la sécurité de vos données et de la sécurité du bâtiment, parce que quelqu'un peut effectivement agir à distance, parce que le système est relativement peu protégé. Alors, la différence quand on parle d'un BOSS, c'est qu'on est vraiment pas sur un outil qui a vocation à fournir une interface graphique, mais on est sur un outil qui a vocation à partager de la donnée. Donc, le mode de fonctionnement, il est légèrement différent. On a toujours notre équipement qui va toujours communiquer avec une entité spécifique et on va toujours récupérer l'adresse d'une information et la valeur. Donc là, je vais adresser l'équipement, je vais aller regarder dans l'équipement à une certaine adresse et je vais récupérer une valeur qui va être la consommation que j'avais tout à l'heure. Sauf que immédiatement sur cette étape, on va faire ce qu'on appelle de la structuration de données. Donc, c'est-à-dire que je vais appliquer des tags sur la valeur que je viens de remonter pour la rendre compréhensible à d'autres logiciels. Et donc là, je vais lui appliquer des tags en disant, voilà, il s'agit d'une valeur d'électricité qui se trouve dans un tableau divisionnaire dans le bâtiment A et c'est une consommation d'énergie. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir connecter des logiciels indépendants, donc une supervision, et puis les différentes applicatifs que j'ai vus tout à l'heure, qui étaient la gestion d'énergie, la gestion de la maintenance et une application d'intelligence artificielle. Je vais pouvoir les connecter, et ces applications vont être capables de comprendre les informations beaucoup plus facilement
parce qu'elles vont profiter du travail de structuration qu'on a fait à la source au moment de l'intégration de la donnée. Et donc, ces logiciels vont être capables d'identifier et de comprendre les valeurs qui sont dans le système. Et donc là, ça amène énormément de gains sur toute la partie mise en œuvre des services. Donc, bon, ce qu'on a mis là directement, c'est qu'on va gérer tous les protocoles et les API sur la partie terrain. On va centraliser la cartographie des données, c'est-à-dire que les données elles sont cartographiées dans le bâtiment, dans le BOS, dans le Building Operating System, qui est un asset du bâtiment et qui donc se retrouve à l'intérieur et qui est la propriété du propriétaire du bâtiment. Et c'est lui qui va partager les informations avec leur cartographie aux différentes applications. On va avoir accès à des API évoluées, c'est-à-dire que les applications qui sont au-dessus peuvent poser des questions plus intelligentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent demander au boss quelle est la consommation par étage ou quelle est la consommation par étage et par type d'usage mesuré, etc. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des API qui sont réellement ouvertes, parce qu'en fait, les API, elles sont sur le logiciel, elles sont complètement, elles sont sur le boss et elles sont complètement mises à disposition du propriétaire qui peut en maîtriser l'ensemble. Donc, il peut décider de les ouvrir vers telle ou telle application, mais il a vraiment la maîtrise de ce qui est fait sur son système. Bon, ensuite, c'est pareil, on a certains niveaux d'optimisation au niveau de la communication cloud. Alors, bon, là, on rentre dans le détail, mais c'est vrai que sur certains bâtiments, on a été amené à déployer un boss sur un bâtiment qui fait 12 000 m², qui est quand même un beau bâtiment. Et quand on voit les flux de données générés, ça, si vous remontez toutes les données dans le cloud, à un moment donné, votre hébergeur, il va vous facturer des sommes relativement importantes. Parce que dans le cloud, la manière dont vous êtes facturé, c'est que un opérateur de cloud va vous facturer tout ce qui rentre dans le cloud, tout ce qui est traité à l'intérieur et tout ce qui ressort. Donc, si vous remontez toutes les données, vous allez générer énormément de flux et donc vous allez générer des factures qui sont importantes. Donc, le fait d'avoir un boss en local qui est capable de traiter et de pré-traiter localement les informations va réduire énormément le coût de l'infrastructure et les coûts d'opération. Et enfin, au niveau de la cybersécurité, le boss va assurer un rôle de cloisonnement des réseaux. Donc, il va s'assurer que on ait une vraie séparation réelle et physique entre les réseaux terrain à l'intérieur du bâtiment et les données qui sont exposées. Et dans le boss, on va utiliser énormément de fonctionnalités de cybersécurité pour faire du cryptage de données, de la gestion de certificats. Bon, il y a énormément d'outils pour aller en fait s'intégrer dans des schémas de cybersécurité des réseaux. Et enfin, on a toute une partie de la supervision qui peut être programmée automatiquement parce qu'on va utiliser les tags et donc on a un certain nombre de fonctions qui vont être utilisables directement. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on a fait un petit schéma qui est très synthétique, on va dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion du boss, c'est vraiment d'être capable d'organiser et de structurer les données. Et pour faire ce genre de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise en fait des techniques qui sont tout à fait classiques dans des environnements qui traitent des quantités d'informations importantes. Et donc, on appelle ça du web sémantique. En fait, c'est le fait d'aller appliquer de la sémantique sur des données pour être capable de les filtrer, de les faire interagir les unes avec les autres en fonction de ce dont on a besoin. Donc là, le mode de fonctionnement, il est relativement simple. Quand j'ai un boss, j'ai une information qui est en bas, qui est un signal électrique. Et ce signal électrique, en fait, il va être acquis par le système. Et il va dire, voilà, il s'agit d'un capteur de présence. Et le capteur de présence me dit que la pièce est occupée. Dans le cas d'une intégration d'une GTB, on s'arrête à peu près à cette opération et on envoie l'information dans une vue pour dire que telle pièce est occupée. On ne va pas vraiment organiser et structurer les données. Donc là, on a une opération intermédiaire qui est faite dans le boss, qui est l'opération de structuration de données. Donc là, ça veut dire qu'on va appliquer un certain nombre de tags sur l'information pour la rendre compréhensible. Et ça va permettre en fait de la rendre compréhensible sans distinction de son format ou de son protocole. Ça veut dire que si j'imagine que j'ai deux capteurs d'occupation qui me donnent une information de présence dans deux protocoles qui sont différents, quand je lui applique les tags, j'ai plus besoin de savoir le format d'origine de la donnée. En fait, je vais être capable de lire les tags pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc, ça me permet de faire ce qu'on appelle une couche d'abstraction et d'éviter d'avoir à gérer énormément de protocoles différents pour les applications qui sont au-dessus. En fait, on vient vraiment utiliser les tags pour rendre compréhensibles les informations à n'importe qui. Et ensuite, on a une phase de mise à disposition. Et en fait, dans cette phase de mise à disposition, on va décider vers qui l'information doit être partagée et sous quel format.
Et donc, toute la force d'un boss, c'est être capable de faire ces trois phases, la phase d'acquisition, la phase de structuration et la phase de mise à disposition de la donnée, avec une seule brique logicielle pour pouvoir partager des données avec des applications qui, elles, sont complètement indépendantes les unes des autres. Donc, dans l'exemple que j'ai pris là, j'ai 5 applications qui sont en haut et qui sont des applications qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui vont utiliser des données. Et donc, le boss, lui, il mutualise les données vers des applications qui sont différentes. Voilà. Au niveau de la structuration, en fait, on va être capable d'avoir différents dictionnaires qui vont aller structurer les données pour s'adapter aux besoins des clients. Donc, comme vous êtes dans un bâtiment tertiaire, vous n'avez pas la même manière de décrire votre bâtiment que dans un entrepôt ou que dans un bâtiment résidentiel collectif. En fait, vous allez avoir des termes, des tags qui sont propres à l'usage du bâtiment, qui sont propres aux occupants du bâtiment. Et donc là, le boss, il doit être capable de s'adapter à ça. Parce que le boss, il peut être déployé sur un data center, mais il peut être déployé sur un bâtiment collectif. Et donc, on a besoin d'être capable de gérer différents types de tags. Alors, l'exemple qu'on prend pour essayer de faire comprendre ce qui se passe derrière le système, il est relativement simple. On prend le cas en fait d'une application de bureau, donc d'une application smartphone. J'ai une application qui doit être capable de piloter différents bureaux. Donc, sur mon application, je vais demander d'allumer le bureau numéro 1. Donc, mon application va communiquer cette information au boss. Et en fait, le boss, lui, avec les tags, il va être capable d'identifier quel régulateur gère l'éclairage du bureau 1 et il va lui envoyer une commande d'éclairage pour s'allumer. Si maintenant, j'envoie une commande d'éclairage sur un autre bureau, je vais demander à mon application d'allumer le bureau A3. Mon boss, lui, il va filtrer sur ses tags quel est le régulateur d'éclairage pour le bureau A3, il va l'identifier et il va lui envoyer une commande d'éclairage. C'est-à-dire que l'application qui est à gauche, elle fait toujours la même opération. En fait, on demande d'allumer une lampe ou une autre. Elle ne sait pas ce qu'elle va piloter réellement sur le terrain. Et c'est le boss qui, lui, va piloter tel ou tel régulateur en fonction de la manière dont ont été structurées les informations à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais ça permet d'illustrer un petit peu la philosophie et le mode de fonctionnement d'un boss. Ça veut dire que toute l'application à gauche n'a pas à connaître les protocoles du terrain, n'a pas à connaître quelle lumière allume quoi. C'est le boss qui va gérer ça avec en fait les données qui sont structurées à l'intérieur. Voilà. Bon, alors là, on rentre un petit peu sur la partie pourquoi utiliser Linkspur. Alors, bon, nous, la société Vaillant Data, dont je suis cofondateur, à la base, est une filiale d'une société qui s'appelle BTIB, qui intervient dans le monde de la GTB. Donc, on travaille avec ADES notamment, et on travaille en France avec une centaine d'intégrateurs qui ont un contrat avec nous pour utiliser la techno et faire leurs propres projets. Et donc, en fait, nous, on leur amène un savoir-faire sur cette technologie, et eux amènent leurs compétences de mise en œuvre, leurs compétences métiers et leur proximité avec les clients pour mettre en place la supervision et l'outil qui convient à tel et tel client. En fait, cette société qui est vraiment dans le monde de la GTB et de l'automatisme et de la CVC a utilisé un certain nombre de compétences pour développer un building operating system qui s'appelle Linkspur. Et ce building operating system, il est construit sur un socle technologique de base qui est le socle qu'on propose à nos clients dans le monde de la GTB. Donc, ce socle s'appelle Niagara. Il est extrêmement diffusé. Donc, dans le monde aujourd'hui, on a un peu plus de 900 000 instances qui sont vendues dans le monde. Et nous, on travaille avec des intégrateurs indépendants comme ADES qui choisissent les différentes technologies qu'ils veulent déployer dans le bâtiment et qui vont prendre donc les plus pertinentes en fonction des cas d'usage des clients et qui vont les fédérer et construire une supervision avec Niagara. Et Niagara est également accessible à travers d'autres réseaux. Donc, en fait, Niagara, c'est une techno qui est complètement ouverte et que vous allez retrouver chez d'autres constructeurs. Donc là, on a pris quelques exemples chez Honeywell, chez Johnson Controls ou chez Schneider. Donc, vous avez des constructeurs, alors pas forcément en France, hein, typiquement Schneider ne revend pas en France le matériel Niagara, mais aux États-Unis, vous allez retrouver du Niagara revendu par Schneider pour faire des GTB et des supervisions. Donc, notre boss, en fait, il est construit sur cet environnement et il permet de profiter de toute l'expérience et de toute la robustesse de cette solution sur les couches de communication du bâtiment. Et en revanche, on a ajouté des fonctions complémentaires pour organiser les données, pour charger des modèles de données, pour discuter avec le BIM, discuter avec des GMAO et renvoyer les informations vers des plateformes IT ou vers des bases de données
sur lesquels vont tourner des applicatifs de service. Voilà. Et donc, l'intérêt d'utiliser un boss dans ce cadre-là, bah, c'est que on va être capable d'amener une certaine industrialisation du process, c'est-à-dire qu'on concrètement, hein, pour répondre à une des questions assez fréquentes, est-ce que ce dont on parle, c'est pour maintenant ou c'est pour dans 10 ans? La réalité, c'est que c'est pour maintenant. Nous, on l'a déjà fait sur certains sites. Alors effectivement, pour l'instant, c'est plutôt des sociétés qui sont assez avancées dans l'utilisation de la donnée. Nous, on a fait un site, par exemple, on a fait le siège d'Amazon, le siège Europe d'Amazon au Luxembourg. Bah, toutes les données, en fait, sont structurées. Elles sont organisées comme je l'ai décrit ici et elles sont renvoyées aux États-Unis chez un prestataire d'exploitation qui fait vraiment une gestion à distance du bâtiment et toute la supervision, les outils de suivi énergétique et de monitoring sont tous externalisés dans un cloud et sont gérés par ces équipes-là. Et là, on est en train de déployer un autre bâtiment pour, alors c'est le siège de Google à Sydney. On travaille avec un intégrateur local qui est un intégrateur australien et on lui amène notre technologie pour structurer l'ensemble des données, les partager avec le cloud Google. Et Google veut utiliser ces données pour faire plein de choses et essayer d'avoir un bâtiment extrêmement intelligent. Et donc, toutes les technologies dont on parle et toute l'évolution des process et du métier dont on parle sont réels et se déploient. Et donc aujourd'hui, le fait d'utiliser une techno qui est réelle et éprouvée avec un réseau d'intégrateurs qui est compétent pour le faire, ça nous permet d'industrialiser le process et de déployer réellement ces systèmes sur des bâtiments concrètement. Alors, bon, je ne sais pas s'il rentrait dans le cadre de l'architecture, c'est extrêmement pertinent, donc je vais faire juste un point extrêmement rapide sur le sujet. Le boss, en fait, sa vocation, c'est, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est de relier en fait les services qui sont tout en haut avec les équipements qui sont tout en bas. Et au milieu, on met une couche qui est le Building Operating System, donc il y a une couche qui est centralisée pour aller fédérer et centraliser des données, et on a une couche qui est distribuée pour aller gérer l'acquisition des données au plus près des équipements. Et en fait, cette couche, en réalité, elle est complètement elle discute complètement l'une avec l'autre et en fait, elle ne fait qu'une seule pour permettre d'avoir en fait un seul intermédiaire entre les services et les équipements. Et en fait, le boss, il fonctionne comme ça. Le boss, il est intégré à la GTB parce que il vient assurer les fonctions qu'intégrait la GTB. Il assure les fonctions qu'assure la GTB aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui va être gestion des équipements, gestion des informations, mais en plus, il va gérer la structuration et le partage des données. Et cet outil va permettre de faire une supervision, comme on l'a vu tout à l'heure, traditionnelle, mais aussi de partager l'ensemble des informations vers d'autres services. Bon, ça, c'est le cadre d'un boss sur un bâtiment neuf où on construit l'infrastructure. Ensuite, on a un autre schéma où on peut en fait se mettre en parallèle de l'infrastructure existante. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on faudrait rentrer un petit peu plus dans les précisions techniques, mais concrètement, on est tout à fait capable aussi d'aller greffer un boss sur un bâtiment existant pour aller récupérer certaines informations et les partager à d'autres applicatifs. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables également. Voilà. Donc voilà, et aujourd'hui, les enjeux qui sont visés par ce type d'outils, c'est vraiment d'amener plus de services aux occupants et aux gestionnaires et d'être capable effectivement pour les propriétaires de ces bâtiments, pour les gestionnaires de ces bâtiments, bah, c'est de proposer des services complémentaires et donc de générer des revenus supplémentaires. Ça va permettre d'une part de générer des revenus, mais aussi de différencier un bâtiment par rapport à un autre. On voit, nous, pas mal en région parisienne, des bâtiments de bureaux qui sont vides et la difficulté pour les personnes qui gèrent ces bâtiments, c'est être capable de montrer que leur bâtiment est plus attractif et mieux géré que celui d'à côté. Et donc, se pose les questions de quelle application de service je vais mettre dans mon bâtiment pour attirer tel ou tel locataire ou tel occupant. Et donc, aujourd'hui, se pose vraiment des questions de différenciation, de valorisation du bâtiment. Un autre élément qui est extrêmement important pour le propriétaire du bâtiment, c'est de s'assurer que l'ensemble des investissements et de la maintenance qui est fait sur son bâtiment reste chez lui. Et donc, ça veut dire que le boss, il va être capable, en discutant avec les GMAO ou avec les systèmes des différents intervenants sur le bâtiment, d'aller enregistrer toutes les opérations de maintenance qui ont été faites sur ce bâtiment. Et au moment de la revente, quand on a besoin de valoriser ce bâtiment, on va être capable de prouver et d'avoir la liste de toutes les actions qui ont été faites. Ça, c'est des choses qui sont régulièrement demandées par des gros asset managers qui veulent s'assurer qu'en fait, ces informations ne sont pas la propriété du prestataire de service ou du FM et donc que ça reste dans son système à lui. Il veut s'assurer que lui, quand il va changer de prestataire, que les informations et l'historique restent dans son bâtiment. Et donc, le boss sert aussi
à garder en archive ça et à être capable de le valoriser demain à la demande. Voilà un petit peu le schéma. Alors, je suppose que vous avez des questions. Je suppose que tout n'a pas forcément été extrêmement clair parce que j'ai l'habitude de plutôt présenter les choses d'un point de vue très technique, mais si vous avez des questions, je suis tout à fait ouvert à y répondre. Sur les deux présentations, moi je voulais vous remercier parce qu'elles ont été très claires. Et je pense qu'elles ont permis de voir déjà l'existant et le lien évolutif. Je vais laisser un peu de temps aux gens qui nous ont rejoints pour continuer, enfin, poser leurs questions. En attendant, moi j'ai pas mal de questions pour vous en fait. Donc une première question qui est finalement de ce qu'on a vu de vos deux présentations, on a l'impression, mais c'est peut-être une mauvaise impression, d'où ma question, que le BOSS est plutôt réservé à des bâtiments tertiaires ou des bâtiments, je dirais, collectifs. On a vu sur des piliers des hôpitaux, sur des immeubles de bureaux, sur des lycées. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait s'appliquer à du logement social où j'ai plusieurs appartements, plusieurs logements dans un même immeuble, ou c'est vraiment réservé à une autre catégorie? Non, alors c'est pas réservé. Alors déjà, c'est pas réservé à des gros bâtiments parce qu'en fait, les D'accord. technologies qui permettent de le faire sont tout à fait adaptées et d'un point de vue coût s'entendent tout à fait sur des bâtiments de taille, on va dire classique. Hein, donc, on va dire le gros du marché, c'est entre 2000 et 5000 mètres carrés. Donc, c'est tout à fait adapté à ça. Et nous, on a beaucoup de clients qui font des bâtiments de moins de 2000 mètres carrés, des salles communales ou autres. En fait, le boss n'a pas vocation à amener du service. Le boss, il a vocation à simplifier la connexion du bâtiment avec des outils qui permettent de gérer ces bâtiments. Donc, si on prend le cas d'une petite salle communale, d'une petite ville au milieu de la France, elle peut avoir besoin d'activer son chauffage en fonction de la réservation de la salle, parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a un événement, etc., sans avoir à déplacer quelqu'un. Donc ça, on va pouvoir le faire avec une supervision classique, ou vous pourrez aussi le faire en connectant le boss à une application dédiée pour faire ça. On a un client, par exemple, qui gère des zones pour accueillir les gens du voyage. Et bien, en fait, ils utilisent ce genre de techno, donc ils ont plus ou moins une sorte de boss light, parce que le boss, en fait, on va structurer plus ou moins les données en fonction de la quantité de services et en fonction de la précision des services que vous voulez y déployer. Si vous avez quelques services relativement simples à mettre en œuvre, on n'a pas besoin de structurer de manière énorme les données. Ça veut dire que la salle communale, elle va partager des informations de pilotage avec une interface qui va permettre d'activer ou pas le chauffage, la lumière en fonction de la réservation de la salle. Elle va partager les données aux responsables énergétiques de la ville pour s'assurer que les consommations soient suivies, qu'il y ait des alertes et qu'il y ait quelqu'un qui récupère ça. Mais en fait, on ne rentre pas dans un niveau de détail trop poussé. Le niveau de détail correspond au service qui est déployé. Et donc, ça permet de déployer des boss sur des sites tout à fait classiques, enfin, on va dire petits, parce que l'essentiel des marchés, c'est des petits bâtiments, avec des niveaux de détail dans la structuration qui ne sont pas forcément d'une énorme finesse. Mais quand vous parlez à des gens du data center, eux, ils vont aller chercher sur les centrales d'énergie, ils vont aller chercher les harmoniques de rang 10 ou 12, qui intéressent personne dans un bâtiment classique, mais ils vont aller chercher des niveaux de détail extrêmement précis. Et donc là, on doit rentrer dans un niveau de granulométrie beaucoup plus précis. En fait, le boss, il est adapté à tous. Et ce qu'on adapte, c'est le niveau de précision qu'on va donner dans la description des données, dans l'intégration des données. D'accord, d'accord. Et alors, du coup, si on continue sur cette question-là, ça veut dire finalement, oui, celui qui va commander, qui va acheter ce boss, c'est plutôt l'exploitant, ou est-ce que, enfin, je sais qu'on a un promoteur parmi nous, donc j'aimerais son avis aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être intégré, je dirais, dès le début, et que presque un argument de vente aussi pour celui qui fait la promotion de ce bâtiment, qui peut dire, ben, voilà, je vous livre un bâtiment, et grâce à ce bâtiment, il y a aussi toute la gestion intelligente qui est intégrée, et vous n'avez pas à le rajouter. Ah,
Alors ça, Laurent, tu auras peut-être une autre vision, parce que nous, aujourd'hui, on discute avec des promoteurs, on discute avec des foncières. Et aujourd'hui, ces gens-là, on rencontre des promoteurs, par exemple, qui positionnent en fait les bâtiments qu'ils construisent comme étant des bâtiments très technologiques, très avancés, etc. Et donc, eux, ils veulent à la construction s'assurer que le cœur digital il est bien construit et qu'il pourra s'adapter à tous les services de demain. Et donc, eux, ils veulent que ce soit pris dès la conception et mis en œuvre. On discute avec certaines foncières qui ont d'autres problématiques. Eux, ils construisent pas des bâtiments. En général, ils ont un parc existant. Par contre, ce parc existant, ils veulent éviter sa dépréciation, ils veulent éviter de tout changer à l'intérieur pour le rendre smart, et donc se posent des questions de comment je fais du neuf avec du vieux, mais de manière intelligente. Et donc, ils ont une approche qui est différente et qui est en général de passer par un prestataire technique. Alors, le fait de passer par un exploitant, c'est pas toujours la meilleure solution parce que vous amenez un certain conflit d'intérêt. L'exploitant, à un moment donné, s'il gère ce système et s'il a accès à toutes les données de ce système, il pourrait vouloir dissimuler certaines informations aux propriétaires. Nous, on a par exemple sur des bâtiments, on a sur un très gros hôpital à Paris, c'est un bâtiment qui fait 90 000 m2 et il y a une extension de 50 000 m2. Il y a une équipe d'exploitants d'un gros exploitant national qui est sur place, qui gère le bâtiment. Et en revanche, l'équipe technique de l'hôpital, elle a accès à des tableaux de bord spécifiques sur les actions de l'exploitant. Donc, typiquement, l'exploitant, il va avoir les alarmes, il va gérer le système, c'est relié à sa GMAO, etc. Il va faire tout ce qu'il veut. En revanche, l'équipe de l'hôpital est capable de voir si des alarmes ne sont pas acquittées au bout de 24 heures, si des équipements sont en marche forcée pendant plus de 48 heures, si il y a certaines vérifications qui ne sont pas faites périodiquement, etc., etc. Et ces informations, elles sont dans le système et elles permettent en fait aux responsables techniques de l'hôpital de challenger son exploitant. Il va se rendre compte que il a beaucoup d'alarmes qui commencent à arriver. Alors peut-être que l'exploitant a changé son personnel, peut-être que ce personnel n'est pas assez qualifié, n'est pas assez formé, etc. Peut-être que l'exploitant aura une très bonne raison et c'est un réseau électrique qui dysfonctionne parce qu'il y a une inondation ou je ne sais pas quoi, et donc ça va justifier des travaux, etc., etc. Toujours est-il que le système dont on parle, il gère l'ensemble des données. Donc il peut amener des données pour l'exploitant qui va l'utiliser du point de vue de son service à lui, mais il peut être utilisé par le propriétaire pour s'assurer que ses prestataires font correctement leur travail et que les choses tournent logiquement. Donc, nous, on va plutôt considérer que l'intérêt du boss, il est dans l'intérêt du propriétaire du bâtiment, parce que ça va lui garantir de pouvoir plugger n'importe quel type de service dessus. Ça va lui garantir de garder la propriété des données chez lui. Et il pourra dire tiens, je passe avec tel exploitant ou tel exploitant, et les exploitants vont demander de renvoyer les données dans leur système à eux, mais on pourra très facilement envoyer les données dans tel ou tel système, et donc il va garder la liberté de choix de ses prestataires, mais toutes les données resteront sa propriété. Voilà. Donc nous, c'est plutôt notre vision. Maintenant, si vous demandez à un exploitant, il va vous dire autre chose, évidemment, mais voilà. Est-ce qu'il y a des réactions Ouais, pour compléter ce que disait Teddy, donc je suis tout à fait d'accord avec lui sur la partie avec les exploitants. Nous, on le vit assez souvent dans les projets, et c'est vrai que on a eu beaucoup de cas où l'exploitant se connecte en fait au monde de la GTB pour récupérer les données et les mettre dans son outil informatique, et derrière fait passer ce qu'il veut à son client. Il donne pas toutes les informations. Et c'est vrai que dans des résidences, là on travaille sur une grosse résidence sur 7, nous, le syndicat nous demandait dernièrement, bah tiens, ça serait bien que nous aussi on ait accès en fait à votre hypervision pour mettre des capteurs dans les logements pour voir si on a vraiment le confort demandé dans les logements. Et c'est à travers, et c'est pas l'exploitant qui va le faire, c'est eux qui vont le faire pour vérifier si ça marche bien. Voilà. Donc je pense que la propriété du système est intéressante que ce soit chez dès le départ au promoteur. En fait, le truc, c'est que on ne veut pas préjuger des intentions de chacun, mais votre opérateur système à vous de votre PC, il est chez vous et vous décidez d'utiliser Word, OpenOffice ou ce que vous voulez. Là, c'est censé être un petit peu pareil. Il faut que vous soyez maître de ce que vous fassiez. Et si un jour vous passez par un prestataire qui a besoin de Word sur votre PC, il vous demande d'installer Word, vous l'installez. Et puis demain, vous en passez par un autre qui veut OpenOffice, vous installez OpenOffice. Mais le système, il vous appartient à vous. Les données vous appartiennent à vous. Et donc,
ça nous semble logique que le client soit intéressé à ça. Maintenant, dans beaucoup de cas, le client n'est pas là à la construction ou même à la conception du bâtiment. Et donc, à un moment donné, les gens dans les phases de construction, les gens qui vont être intéressés par le BOSS sont effectivement souvent les exploitants parce qu'ils vont être les premiers utilisateurs. La première application qu'on va déployer sur un BOSS, c'est la supervision technique. Et potentiellement, c'est derrière la connexion avec la GMAO et le suivi énergétique. Ensuite, on va avoir un preneur, et le preneur va dire, bon, bah, moi, je suis avec des gens qui sont en flex office, donc je veux une application pour savoir quel bureau est libre, je veux pouvoir réserver mes salles de réunion, et j'ai une empreinte, j'ai une image d'entreprise verte, etc. Donc, je veux du suivi énergétique, je veux des kiosques d'affichage, etc. Donc, il va vouloir récupérer de la donnée. Il va vouloir agir sur le système. Et donc, il va falloir plugger des services, mais sans que ça coûte trop cher, parce que si ça coûte trop cher, on ne le fait pas. Et donc, j'ai envie de dire que la réalité, c'est que on devrait plutôt se poser la question de dire comment je construis mon bâtiment et pour que ce système appartienne au bâtiment et qu'il soit simple d'utilisation et simple à connecter un nouveau service dessus. En fait, une image que je prends régulièrement, alors elle est très basique et parfois elle fait sourire, mais si on imagine dans les années 90, vous avez une équipe de dactylo qui tape sur une machine à écrire pour faire du courrier, et votre métier c'est d'externaliser les courriers de certaines entreprises. Vous avez toute votre équipe, ils ont des machines à écrire. Et puis un jour, vos clients vous disent, moi je veux faire du zéro papier, je veux que ce soit du PDF. Vous avez deux possibilités. Soit vous patchez votre chaîne de production, ça veut dire que vous ajoutez un scanner en bout de ligne, vous avez toujours vos dactylos, vous embauchez une personne qui fait des scans et qui vous envoie par email les différents courriers, ou vous refondez votre chaîne de production avec les technologies d'aujourd'hui. Et donc vous dites, bah non, je mets à la poubelle mes machines à écrire, j'achète des PC. Sur mes PC, je vais pouvoir faire des modèles que je vais réutiliser, je vais gagner en productivité, je vais les envoyer directement à mes clients, etc. Et donc, en fait, vous avez répondu aux besoins qui ont évolué, mais vous avez fait évoluer votre chaîne de production. Donc, nous, notre vision, c'est de se dire, il ne faut pas concevoir le système digital comme on le concevait quand on voulait une GTB. Quand on voulait une GTB, on voulait simplement une interface graphique. On voulait que l'exploitant il puisse voir sa centrale de traitement d'air, il puisse voir les plateaux. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que plein d'acteurs et potentiellement des acteurs qui ne sont pas là à la livraison du bâtiment puissent accéder aux données. Et donc, il faut que le système il soit conçu différemment. Et c'est pour ça qu'il doit être conçu comme un système d'exploitation et plus comme une GTB. Mais les fonctions se recouvrent à un certain niveau. Et c'est pour ça qu'on pense que le BOSS, c'est l'évolution de la GTB. Et c'est pour ça qu'on voit des intégrateurs GTB qui veulent évoluer vers ça. Et on voit des intégrateurs GTB qui disent « Ah non, non, pour moi, c'est un autre monde. Moi, je veux rester dans le mien. » Et donc, vous avez un petit peu une scission qui se fait. Et vous avez besoin, l'intégrateur GTB devra faire évoluer ses compétences pour déployer des BOSS. Mais nous, on est persuadés que c'est l'évolution. Parce qu'en fait, quand vous patchez une chaîne de production, bah, vous multipliez les coûts partout. Parce que si vous mettez une GTB plus un BOSS, vous payez deux systèmes, vous payez la maintenance de deux systèmes, vous payez la synchronisation de deux systèmes. Et en fait, à un moment donné, ça vous coûte cher. D'accord. Ok. Question, quelles sont les implications pour les intervenants? Alors, on le voit peut-être plus simplement pour les gens qui sont, par exemple, climaticiens, parce qu'il y avait déjà les GTC. Mais est-ce que demain, je vais prendre un exemple totalement imaginaire, est-ce que demain, le plombier qui va intervenir sur un bâtiment va devoir être formé, va devoir avoir une certification pour pouvoir interagir avec le boss pour lui dire je vais couper l'eau, donc entre guillemets, il y a des capteurs quelque part sur l'eau. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est voilà, il y a une intervention. Alors Laurent, t'entends pas? Oui, Laurent, oui. Non, toujours pas. Non. Non, bon. Pourtant, le micro est des. Bah oui, le micro est. T'as peut-être plus de pile, je sais pas s'il est Ah, à fil est-ce que ou. là ça marche? Oui, Est-ce que ça Oui, vous ça marche. m'entendez? marche. Bon, c'est bon. Oui. Oui, ce que je disais, je pense que de plus en plus, en fait, les électriciens, les chauffagistes, les plombiers, etc., devront prendre en compte que dans un établissement, comme un bâtiment, il y a un système de BOSS, parce qu'on va devoir, s'ils viennent faire un remplacement d'un capteur, il faut en prendre en compte qu'il faut bien remplacer le même capteur par quelque chose d'identique, quoi.
Et ça va être très, très important pour l'avenir. Et il va falloir qu'ils se mettent aussi dans ce monde-là, quoi. Et qu'ils regardent qu'est-ce qui a été installé, etc., etc. C'est assez important, je pense. Alors, pour rebondir là-dessus, juste un truc, c'est que si on prend le cas du plombier qui vient changer un compteur, il n'intervient pas sur le boss. Il va intervenir sur un outil. Cet outil pourrait être la supervision technique. Et donc, comme le dit Laurent, il doit être formé. C'est-à-dire que on va lui créer un login. Donc, c'est des gens comme Laurent qui vont dire, bah voilà, moi, je vais vous créer un login, je vais vous donner des droits, vous n'aurez le droit qu'à certaines choses. Et voilà comment s'utilise le système. Et donc, ils vont utiliser le système pour faire ce service-là. Le boss, lui, il va assurer ce qui se passe derrière en lien avec l'application, avec l'interface que va créer un intégrateur comme Hades, mais pourra proposer un service à l'occupant pour faire autre chose en mutualisant l'infrastructure et les données. Donc en fait, le boss n'est pas du tout une finalité. En soi, le boss pour un intervenant, pour un client final, ça ne sert à rien. C'est comme votre système d'exploitation. Windows, quand vous avez votre PC, que vous avez Windows, vous ne faites strictement rien. Alors, vous pouvez jouer au démineur et puis utiliser le bloc-notes, mais en gros, vous faites rien. Ce qui vous intéresse avec votre PC, c'est vos logiciels. C'est l'application GoToWebinar ou GoToMeeting qui nous permet de discuter. C'est Word, c'est Outlook. Ce sont les services qui sont au-dessus. Ben là, nous, c'est pareil. Quand on fait un boss, le boss, il ne sert à rien fonctionnellement au niveau des gens qui amènent du service. En fait, ce qui amène de la valeur, c'est les services qui sont au-dessus. Et pour déployer des services à faible coût et efficacement, il faut qu'il y ait un boss qui soit construit intelligemment en dessous. En fait, ce n'est qu'un moyen. Et donc, effectivement, il faut évidemment qu'il soit formé et il faut que la ville, elle s'assure que ses prestataires sachent utiliser les outils, etc. Comme vous, votre comptable qui fait votre compta, vous discutez sur comment vous lui partagez vos factures pour qu'elle puisse l'intégrer dans son système et puis vous délivrer une liasse fiscale à la fin qu'on va publier auprès de l'administration fiscale. Donc, il faut qu'on échange sur comment est-ce qu'on fonctionne les uns avec les autres, mais tout ça, ça implique effectivement que les gens soient conscients que les systèmes sont intelligents, qu'ils sont programmés d'une certaine manière et donc on ne change pas des choses comme ça à la volée. D'accord. J'avais une dernière question parce que je vois que l'heure tourne, qui était sur un point que vous avez abordé, Teddy, sur la cybersécurité. Donc, est-ce que avec la mise en œuvre de BOSS dans les bâtiments, on ne risque pas de se retrouver un jour avec, je vous donne un exemple un peu bête, mais tel qu'on le voit sur les ordinateurs, avec un ransomware qui vous interdit d'allumer la lumière tant que vous n'avez pas versé des bitcoins à un pirate informatique. Quelle est cette implication et est-ce que les gens ont conscience de cet enjeu aujourd'hui ou est-ce que ça manque encore? Alors déjà, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que beaucoup de GTB sont déjà accessibles sur Internet parce que beaucoup de GTB partagent les données avec un exploitant pour envoyer des alarmes des consommations ou autres. Ensuite, par rapport à la notion de la conscience, très peu de personnes ont conscience du risque et ont conscience qu'ils ne sont pas protégés. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a une communication d'une boîte américaine qui fait la promotion de cybersécurité dans le bâtiment, qui montrait il y a quelque temps une armoire électrique où en fait on voyait une sorte de modem pirate qui avait été installé par un prestataire de service X ou Y pour se connecter au système. Et donc, il utilisait une clé 3G. Le gars, il s'était mis sur le réseau, il avait mis son modem avec sa clé 3G, il se connectait à distance, sans que personne soit au courant. Alors là, c'est sur un bâtiment où il n'y a pas de DSI et donc ils n'ont pas pu détecter la connexion d'une nouvelle adresse IP, mais peu importe, beaucoup de réseaux et beaucoup de bâtiments sont gérés comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a plein de bâtiments où je suis sûr que les propriétaires sont persuadés qu'ils ne sont pas connectés sur Internet et ils se retrouvent connectés à Internet parce que il y a quelqu'un qui fait de la télé-relève, parce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir à distance et qui a été posé son petit modèle et son petit truc et personne n'est au courant. Là, quand on parle de BOSS, c'est relativement plus évident qu'il faut un certain niveau de sécurité et de protection. Et donc, il faut que les systèmes mis en œuvre, et donc le BOSS, soient compatibles avec ces technologies-là. Et donc, il doit pouvoir faire du cryptage de données, gérer des certificats de sécurité, s'interfacer dans des systèmes de gestion de mots de passe centralisés, etc. En fait, la solution logicielle de BOSS, elle doit, comme un operating system ou comme un logiciel dans votre entreprise, doit être capable d'être compatible avec votre niveau de sécurité et utiliser des technologies de sécurité. Et donc, ça, c'est évidemment
indispensable. Et ce que doivent se dire les clients finaux et ceux qui achètent, c'est que des gens doivent être payés pour le faire. Aujourd'hui, une des difficultés en GTB, c'est que quand un intégrateur GTB propose ce genre de prestation, en général, ce qui lui a répondu, c'est que c'est pas demandé au cahier des charges, c'est que c'est pas forcément important et donc on n'en a pas besoin, etc., etc. Et donc les choses ne sont pas forcément bien sécurisées dans une grosse majorité des cas. Évidemment, des GTB extrêmement bien sécurisés, mais voilà, dans une grosse majorité des cas, on est là-dessus. Donc là, effectivement, c'est pas un nouveau problème, parce que le problème on l'avait déjà. Simplement, on le regardait pas, on en avait moins conscience et ça nous faisait moins peur. Mais clairement aujourd'hui, la cybersécurité est primordiale. Et d'ailleurs, nous, c'est assez amusant, mais quand on discute, je peux vous garantir que quand on discute avec des gens comme Amazon sur la cybersécurité de leur système de gestion du bâtiment, on est avec les vraies équipes de la DSI, on est avec un gros cahier des charges et une grosse matrice qu'il faut remplir et il faut garantir qu'on va suivre les choses. Et pour vous donner un ordre d'idée au niveau de leur cybersécurité, aucun équipement chez Amazon dans un environnement accessible au public est en IP, parce que l'IP est une faille par définition. Voilà. Et donc, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais bon, nous, on va le gérer différemment, et puis c'est moins grave, etc. Mais ces gens-là, ils considèrent qu'ils ne veulent pas d'équipement IP dans les zones qui ne sont pas à accès restreint. Donc, le niveau de cybersécurité, il dépend de chacun. Par contre, clairement, dans chaque projet, il y a un topic là-dessus, et il faut que ce soit traité. Mais il faut comprendre que c'est de la valeur, qu'un intégrateur travaille dessus, et qu'à un moment donné, il faut payer une certaine prestation. Ok, merci.